bonjour. Aujourd'hui, Robert Bélanger va nous parler de la culture avec bac à réservoir d'eau et de craque bitume. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Aujourd'hui, on va parler de fabrication de bacs à réservoir d'eau. On va parler des avantages, évidemment, de travailler avec ces bacs-là. Ça va être un atelier peut-être un peu plus théorique. Normalement, on fait une démonstration, mais là, les conférences sont assez courtes que là, on est comme obligé de s'en tenir juste à la théorie. Pour voir, nous autres, je fais partie du groupe Craque Bitume, donc on a un beau site là, qui est bien illustré là-dessus. Donc, c'est Craque Bitume en un mot. CRAQUEBITUME.org, ORG, et puis tout est là-dessus, photo par photo pratiquement. Donc, vous allez pouvoir refaire les bacs sans problème avec ça. Sinon, ben, des fois, c'est agréable d'être plusieurs dans un cours. Au printemps, en général, on donne souvent des cours à Craque Bitume là-dessus sur la fabrication de bacs. Donc, et puis c'est ça, c'est quand même intéressant, ça coûte pas cher. C'est cotisation volontaire, donc, ou contribution volontaire. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. C'est comme, c'est, oui. Ah, non, j'ai pas de truc informatique. Non, il y a juste moi. Tu veux? Merci. Alors, c'est ça, nous, à Craque Bitume, on est un organisme en écologie sociale, donc on donne beaucoup de formations au niveau du jardinage, au niveau du compostage, et on a aussi des formations faites-le vous-même, DIY en anglais. Si ça vous tente de passer tout à l'heure, on est dans la salle de l'artisan au deuxième étage. Vous allez voir, ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire, surtout en jardinage, parce qu'évidemment, le thème ici, c'est surtout l'agriculture urbaine. Donc, tout ce qui nous manque, c'est un savon pour le jardinier aux mains sales. Et puis, on n'a pas encore développé ce savon-là. C'est un savon ordinaire qu'on fait des ateliers de fabrication de savon. Et puis, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est de mettre un petit peu de sable dedans pour se nettoyer, un petit peu gratter notre terre et notre compost sur les mains. Mais on ne l'a pas essayé encore, donc, mais si jamais ça vous tente de l'essayer, il n'y a pas de problème, parlez-nous-en, on aime bien ça, avoir des commentaires là-dessus. Mais d'après l'Internet, on met 2 cuillerées de sable dans un savon de 100 grammes et ça fonctionne. C'est plus exfoliant qu'on appelle, mais je pense que ça pourrait y aller avec, pour les mains, il ne devrait pas de problème. Donc, c'est ça, nous autres, on fait, dans ce cas-là particulier, pour le bac à réservoir d'eau, ben, c'est que on a été, mettons qu'on a été charmé par le groupe Alternative de Montréal qui nous a montré au départ son bac qu'il faisait avec des matériaux récupérés. Donc, c'était un peu, je vous dirais, le format des anciens petits bacs bleus qu'on mettait sur le bord de la rue. Et puis, le matériel était complètement le plastique était complètement recyclé. Donc, c'était super intéressant pour eux autres, mais ils trouvaient que leur matériel était comme trop cher. Ils vendaient 43 $ pour au moins rentrer dans les coûts de fabrication. Et puis, ils trouvaient ça trop cher. Pour eux autres, c'était comme... pour eux autres, là, c'est comme s'il fallait que ça soit beau, bon, pas cher, et puis que tout le monde puisse le faire finalement à la maison. Donc, c'est un peu notre philosophie, nous autres, à Craque Bitume. Donc, on a commencé avec un bac d'alternative. On a tellement été contents qu'on a acheté la compagnie. Non, c'est pas ça. Mais on a commencé à créer nos propres bacs avec des matériaux recyclés. Donc, ce qu'on se sert, je vais vous le montrer, peut-être ça pourrait être intéressant. Ça se trouve, nous autres, on a fait, ça se trouve être 2 bacs, un dans l'autre. Donc, le premier bac, c'est lui qui contient l'eau, qui est le réservoir finalement, avec un joli trop-plein floral ici, là, pour quand il pleut pendant 40 jours, mettons, ben là, le surplus s'en va.
Puis aussi, quand vous arrosez, bien évidemment, il faut savoir quand le bac, quand le réservoir est rempli. Donc, aussitôt que ça se met à couler, bien là, on est prêt. Là. Ce modèle-là, au printemps et à l'automne, a à peu près 4 jours d'autonomie en eau. Et puis, au mois de juillet, c'est plus 2 jours. Mais au mois de juillet, normalement, nos plants de tomates dans un pot standard, ça serait comme arrosé 3 fois par jour. Donc, une fois 2 jours, on considère quand même que c'est une amélioration. Et puis, le deuxième bac, le bac intérieur, ben, il se trouve à être fabriqué avec un pot de yogourt en général, qui est percé et qui laisse passer l'eau par capillarité. Donc, l'eau passe du bac, du réservoir du bac, et entre par les petits trous, puis c'est la plante qui assèche son terreau, qui fait monter l'eau par capillarité. Donc, moi, c'est un principe que j'aime bien, que je partage avec M. Hobson, là, qui est un peu paresseux dans son jardinage. C'est la plante qui travaille. Ça fait que moi, je n'ai rien à faire sauf venir mettre de l'eau dedans. Ça m'arrange bien gros, je suis bien content de ça. Quand on en a seulement qu'un, c'est pas tellement grave de venir le remplir à tous les jours. Mais quand on a 50 bacs, ben là, ça commence à être un petit peu plus long. Fait que si on sauve du temps là-dessus, on est bien content. Donc ça, c'est rempli, nous autres, on appelle ça une mèche. Cette mèche-là est remplie de terreau, mais très compacté. Et puis le principe de ça, c'est que l'eau passe, remplit, mettons, un petit trou qu'il y a au travers du terreau. Et puis là, le trou se remplit d'eau, puis là, il y a un autre trou un petit peu plus haut qui se remplit d'eau. Fait que l'eau monte comme ça tranquillement jusqu'à la plante. C'est un peu le même principe que je dirais que les anciens fanals qu'on avait, là, le réservoir de pétrole est remplacé par un réservoir d'eau. La mèche qui était en comment est-ce qu'on appelle ça, asbestos, en amiante, c'est ça. Ben là, c'est ça qui la remplace. Et puis la flamme est remplacée par notre plante finalement. C'est elle qui initie le pompage de l'eau finalement. Donc, la plante, elle travaille. Si elle a besoin de 4 litres d'eau aujourd'hui, elle va prendre son 4 litres. Si elle en a besoin de seulement que 2, elle va en prendre 2. Et puis, ça dépend toujours. Est-ce que notre plante est en plein soleil? Est-ce qu'il fait 30 degrés? Est-ce qu'il vente beaucoup? Si les 3 conditions sont là, ben ça veut dire qu'elle va probablement prendre son 4 litres d'eau dans la journée. S'il ne fait pas soleil, il fait un petit peu moins chaud, etc., ben là, ça va descendre. Mais c'est la plante qui règle son débit d'eau. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire dans ce temps-là. Puis en plus, contrairement à l'électronique, ça ne coûte rien en électricité. J'aime bien ça. En dehors de ça, ben, on a un tuyau ici, là, pour le remplissage. Donc, c'est un tuyau standard en plastique ABC, ABS plutôt. Ça fait qu'on remplit par le haut et puis il est biseauté un petit peu pour laisser passer l'eau dans le fond. Fait qu'il se trouve carrément à envoyer l'eau dans le fond du réservoir. Fait que ça pourrait être, à la rigueur, ça pourrait être un tuyau, n'importe quel tuyau. L'ABS, c'est juste parce qu'il est facile à trouver là, dans les quincailleries. Oui. On remplit par là, absolument. Oui, comme ça. Si on refait le montage, ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, notre tuyau est ici. On remplit par là. On met notre terreau. On remplit la mèche, évidemment, dans le fond. Et puis, on met la planture dessus. On met ça là. Et puis, c'est ça. On attend. On attend que nos tomates poussent. Pas plus compliqué que ça. La conférence est finie! Mais on va vous expliquer quand même un petit peu plus de ce qu'on fait avec ça, là, comment est-ce qu'on l'a fait. Alors, y avait-tu une question? Gênez-vous pas si vous avez des questions, là. Non, absolument rien. C'est du terreau ordinaire. Là. Oui, c'est juste du terreau. Pas dans le fond ici, là. Le terreau, il est juste dans la deuxième. À partir d'ici, là. Là, la mèche est remplie de terreau compact, là, vraiment compacté. Le reste, il y a du terreau. Il y a du terreau ici, là, juste dans ça. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est le terreau, puis entre les deux, la mèche qui fait le transfert entre les deux.
Ça fait que ce terreau-là, on va en parler tout à l'heure. Il y a des petites caractéristiques à regarder, évidemment. Et puis, on va en parler tout à l'heure. Oui. La mèche, c'est un pot de yogourt avec des trous percés un peu partout. C'est ce que vous appelez la mèche? Oui, c'est ce qu'on appelle la mèche. Non, Non, c'est ça. C'est le même principe. C'est juste que l'eau entre dans le pot de yogourt et monte. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est comme une analogie, mettons, on va dire. Fait que c'est ça. Donc, comme je vous disais, oui, une autre question? Quand on remplit, quand est-ce qu'on fait pour savoir que c'est plein? Est-ce qu'on attend que les trous débordent? C'est ça. C'est que là, ici, il y a un trou de trop plein, ce côté-là. Et puis, aussitôt qu'il tombe une goutte d'eau, finalement, ça veut dire que notre réservoir est rempli. Donc, on arrête là. Des fois, c'est un peu plus compliqué quand on est au boyau d'arrosage, là, parce que le temps qu'on finisse, nous autres, qu'on réagisse finalement, des fois, il en tombe un petit peu plus qu'une goutte, là. Mais on essaye de ne pas trop gaspiller là-dessus. Oui? Où vous prenez vos chaudières? Comme ça, j'aimerais ça d'en avoir 50. 50, OK. Finalement, je ne sais plus, là, j'ai plus d'idée, là. Non, je ne me souviens pas ce qu'on prend ça. Je vous dirais que les meilleures places, là, c'est les bars à sushi, les restaurants, là, ou, mettons, asiatiques, là, où ils servent beaucoup de sauce soya. Là, vous voyez, celle-là ici, il est carré, là, mais en réalité, ça peut être rond ou peu importe, là, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Je vous dirais que la seule chose qu'il faut penser, c'est que notre mèche ne doit pas dépasser 6 pouces de hauteur. Le pot de yogourt, normalement, il y a 5 pouces, donc si c'est plus haut que si vous avez besoin que plus qu'un pot de yogourt, les problèmes vont commencer parce que là, l'eau va se boire moins vite là, au travers de ça. Mais tant que vous êtes à grandeur pot de yogourt, il n'y a pas de problème. Puis les pots de yogourt, ça, il n'y a pas de trouble. Hein. N'importe quel bac bleu, là, en général, on n'en manque pas. Fait que ça peut être un pot de yogourt 500 grammes, 650, 750. Puis si vous allez dans un gros magasin à quelque part que je n'aimerais pas, vous allez même avoir 1 kilo encore. Mais ils vendent en gros, autres là. Fait que dans tous les sens. Autrement, c'est ça pour les pots, pour les bacs, les chaudières, c'est ça. C'est des restaurants qui sont des bons vendeurs, entre guillemets. Là. Donc, ça, il n'y a pas de problème là. Puis, tout ce qu'on déconseille, là, c'est les trucs, les chaudières où il y a eu des produits chimiques dedans. Parce que là, on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut être toxique et puis que ça peut affecter nos tomates et nous autres après. Là. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Oui. Pour nettoyer les chaudières, justement, vous avez quelque chose de spécial ou c'est juste savon et eau? Oui, hein? Oui, c'est ça. Je vous dirais que eau chaude, ça aide beaucoup. Faire un bon nettoyage pour enlever le maximum de substances avant de faire le dernier nettoyage. Bien souvent aussi, c'est que quand on se promène dans des restaurants comme ça, là, eux autres n'ont pas le temps de faire le grand ménage. Moi, je considère ça comme du gaspillage, là, mais en tout cas, il y a souvent, mettons, il reste 1 cm de substance, peu importe si c'est de la margarine, de la mayonnaise ou de la sauce soya, là, ils n'ont pas le temps d'aller chercher ça. Ça fait que, surtout si on a de la margarine, là, c'est comme enlever la dent. Je ne vous dirais pas de la manger, là, mais enlevez-la au moins là, juste avec un racloir, quelque chose. Là. Puis après ça, faites votre ménage parce qu'autrement, vous ne finirez pas. L'huile à patate aussi, ça peut être intéressant, l'huile à patate frite, là, mais c'est pas partout. Ça, c'est plus long. Ça prend du savon, ça prend de l'eau chaude, etc. Ça prend de l'huile de coude. Là. Oui. Mais ça vaut la peine quand c'est fait. Une solution de... je vous dirais que ça dépend de la substance, mais ce n'est pas une question d'eau de javel, c'est plutôt une question de détergent. Parce que bien souvent, c'est des trucs gras. Quand c'est acide, mettons, comme des cornichons, c'est pas tellement grave, l'acidité s'en va, tu fais un petit lavage, il n'y a pas de trouble. Mais les choses grasses comme la margarine ou la mayonnaise, c'est une job, là. On s'amuse longtemps. Puis l'huile aussi, là, c'est la même chose. Ça fait que c'est une question de détergent plus que
et d'huile de coude, encore une fois. On s'amuse bien gros là, quand on en ramasse. Nous autres, c'est un plaisir total. Là. Tout le monde est là, puis se tord de rire, littéralement. Mais nous autres, c'est parce qu'on en fait beaucoup des fois. Là. Quand on est rendu au 50e, on dit bon, on fait toute la journée. Là. Oui? Et en rajoutant du sable justement dans votre savon, ça ne peut pas nettoyer plus facilement? Ah, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé. On pourrait peut-être l'essayer, parce que le sable finit par absorber. Oui, c'est ça. Ah, on va essayer ça. Merci de la suggestion. Fait que, ouais, OK, on va essayer ça. D'autres questions? Oui. Si on n'a pas les outils pour, entre autres, faire les trous dans les bacs, est-ce qu'on peut aller à crack bitume? C'est ça. Ben, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a des formations. Fait que c'est le temps de venir dans ce temps-là. Là, nos outils sont disponibles, évidemment, cette soirée-là ou cette journée-là, mais en général, c'est le soir. Et puis, sinon, ben, c'est ça, il n'y a pas de problème. Là. Si vous voulez en faire plusieurs ce soir-là, il n'y a pas de trouble. Je vous dirais que c'est comme si vous emmenez toutes vos pots, et etc., là, vos chaudières, ben, si vous avez le temps d'en faire 20 dans la soirée, il n'y a pas de trouble. La première, en général, c'est comme, ça prend à peu près 1 heure parce qu'on taponne un peu, on sait pas ce qu'on s'en va. Puis la deuxième, troisième, en tout cas, à un moment donné, on réussit à la faire en 10 minutes, là. Parce qu'on sait que, bon, on fait ça, zoup, 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 puis on y va mentalement, robot, là, puis en 10 minutes, on est capable de le faire. Fait que si vous êtes capable d'en faire plusieurs, vous avez du matériel, il n'y a pas de problème pour ça. Puis lors des formations, est-ce que vous avez déjà le matériel sur place ou c'est nous qu'il faut qu'il amenons le matériel? Ouais, je vous dirais que peut-être c'est pour... on a beaucoup de pots de yogourt, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas de difficulté à trouver, mais les chaudières, c'est plus compliqué, surtout si vous voulez en faire plusieurs. Là. Vous êtes aussi bien d'avoir votre matériel, c'est plus facile. Parce que nous autres, finalement, il faudrait presque les vendre parce qu'il faut aller les chercher, les nettoyer. Fait que là, ça commence à faire du temps de travail là, à faire dessus. Ça fait que, puis ça ne nous intéresse pas de les vendre non plus. Fait que si vous en trouvez, gênez-vous pas. Oui? Est-ce qu'on pourrait faire ça, la même chose, dans des chaudières de 50 gallons, là, une grosse chaudière blanche en plastique? Aucun problème. Vous avez une piscine d'enfants, vous pouvez le faire. Vous avez 2 piscines d'enfants, une dans l'autre. Ça fait la même job. Vous pouvez la faire avec un 50 gallons, pas de problème. Vous pouvez la faire avec à peu près tout ce que vous pouvez trouver, en autant que vous soyez capable de les mettre un dans l'autre pour avoir un double fond. Nous autres, on fait aussi un truc, là, c'est les glacières, là, comme les trucs là, pour les poissonniers là, en styromousse. Pardon. Ça fait que ça, on peut s'en servir. C'est juste qu'on n'est pas capable de les rentrer un dans l'autre. Donc, il faut faire un double fond. Mais on a une méthode aussi sur notre site, là, si vous voulez aller voir. C'est comme une structure en dessous qui soutient le double fond pour faire finalement un réservoir. Là. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que avec ces chaudières-là, comme vous pouvez voir, on a quand même une belle profondeur de bac, mais on n'a pas beaucoup de surface. Ça fait que dans ça, on pourrait mettre à la rigueur 9 carottes, mettons. Et puis, mais par contre, si on mettait un chou, ben c'est ça, on mettrait un chou. Ça serait juste ça. Tandis que dans les bacs, les glacières, on va dire, ben là, on a plus de surface, mais on a moins de hauteur. Donc, on met peut-être des trucs comme des radis, des salades, des trucs comme ça, qui prennent qui ont moins d'espace racine, qui ont moins besoin d'espace racine. Oui? Oui, avec ce système-là, est-ce que vous arrosez uniquement par en dessous ou vous arrosez aussi le terreau sur le dessus? Je vous dirais, moi, que dans les grosses périodes de chaleur, une petite douche par-dessus, c'est apprécié. C'est comme, à un moment donné, on dirait que là, il fait tellement chaud que l'eau n'a pas le temps de monter jusqu'à la surface. Donc, il y a toujours comme une espèce de petite couche dessus là, qui est un peu plus sec. Fait que si on se donne une petite douche, ben là, c'est comme on arrose tout ça. Un des trucs aussi, ça j'oublie tout le temps de le dire, fait que je vais vous le dire tout de suite. Si jamais vous oubliez de remplir votre bac,
et que votre terreau est sec, ça va faire exactement comme une plante de maison. C'est que tout le tour du pot, vous allez avoir une petite craque là, qui va se faire. Ça fait que le but, c'est de sauver la plante, évidemment, avant qu'elle meure au complet. Donc, avant de mettre de l'eau dans le fond, la première chose à faire, c'est d'en mettre sur le dessus pour que, justement, l'eau descende au travers du terreau pour agrandir, remettre la terre à la bonne place, là, comme on dit. Puis, après ça, ben là, il n'y a rien qui vous empêche de mettre de l'eau dans le réservoir du fond. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que la première étape pour sauver sa plante, c'est d'envoyer de l'eau aux racines le plus directement possible. Puis après ça, ben là, on remplit le réservoir. C'est juste que le temps que la terre reprenne son humidité, la plante, ça va être fini. Elle ne pourra pas revenir. Mais c'est juste parce que j'oublie toujours de le dire, fait que je préfère vous le dire tout de suite. Une autre question? Oui? Oui, les cultures que vous conseillez dans ce genre de bac-là, c'est quel genre de culture, comme des tomates cerises, des oranges? Ça, je pourrais vous en parler tout à l'heure, là, un petit peu plus tard, on va s'en jaser. On va passer tout au travers de ça. Normalement, à la fin, là, vous ne savez pas comment le faire, mais vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bac-là. Donc, d'autres questions? Oui, monsieur là-bas, qui a levé sa main. La température de l'eau, est-ce importante? Oui et non. Dans le sens où ce bac-là, ce qui est intéressant avec ce bac-là, c'est la chaleur qu'on peut donner à notre plante finalement. Quand on est dans un jardin plein de terre, le soleil, il réchauffe seulement que le dessus là, de la terre. Donc, le reste est souvent frais, au moins frais. Mais avec ce bac-là, ce qui est intéressant, c'est que toute la terre est chaude et l'eau qu'il y a dans le fond aussi est chaude. Donc, si vous voulez essayer des petits, comment je dirais bien ça, des cultures qui demandent un peu plus de chaleur, ça ne cause pas trop de problèmes parce que ça donne un peu plus de chaleur. La seule chose avec ce truc-là, c'est des légumes qui ont besoin, mettons, d'avoir les pieds au frais, comme les patates en particulier. Ils n'aiment pas ça parce que c'est trop chaud pour eux autres. Mais comme les aubergines, là, c'est parfait. Eux autres, ils aiment ça, la chaleur, l'eau chaude, envoie à fond, on aime ça. Ça fait que ça, c'est l'idéal. C'est notre meilleur vendeur, l'aubergine dans ça. Là. Parce que moi, je pensais détourner un peu l'eau du ruisseau, là, OK. avec un tuyau, la capturer, puis l'envoyer dans chaque bac. Tu sais, vu qu'un trop plein, elle va tout le temps se vider. Mais l'eau du ruisseau, elle est froide. Oui, c'est ça. Ben là, la seule chose, c'est que quand on a un courant continu, c'est qu'on finit par laver notre compost. Parce que là, nous autres, on met du compost dans ça. Donc, si ça arrose en continu, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le compost va être lessivé, il va partir en dehors du pot, là, peu importe où ce que vous êtes installé. Fait que, je dirais que je ne mettrais pas nécessairement ça directement là, en continu. Parce qu'en plus, votre ruisseau, il va être frais. Normalement, les ruisseaux sont toujours plus frais. Donc, l'eau n'aura pas le temps de se réchauffer. Peut-être en ajustant le débit dedans pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Mais le but, c'est vraiment que tout soit chaud dans ça là, pour les plantes qui poussent bien dans ça. Une autre question? Je sens que j'avais vu une main là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser des billes d'argile? Pour la mèche? Ouais. Non. Non? C'est pas assez. Les trous sont trop gros. Ah ouais, la capillarité ne se fait pas, là. C'est pas assez serré, on va dire. Une autre question? OK, on continue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça, là, on a commencé à essayer ça. On a commencé par un bac. L'année d'après, on a eu plusieurs bacs. Et finalement, on a fini à la 3e année avec 104 bacs. On était bien contents. Nous autres, on se trouve à avoir une ancienne cour d'école primaire, donc très bien asphaltée, merci. Mais puis aussi très chaude. Quand on rouvre la porte à l'extérieur, on sent toujours comme un mur de chaleur au mois de juillet. C'est comme, tu dis, je rentre la tête dans le four, bon, je ferme la porte. Pour tout ce qui s'appelle aimer la chaleur, c'est une belle place. Les meilleurs endroits là, pour ces bacs-là, c'est si vous avez pas de place à faire un jardin, mais que vous avez une galerie, un balcon, un toit, une cour asphaltée, une cour, mettons,
peu importe si c'est une cour, là, mais un terrain qui est contaminé, il n'y a pas de contact entre le terrain contaminé et la terre de votre plante. Donc, c'est parfait. C'est comme on récupère un terrain que personne ne veut finalement. Donc, ça peut être le meilleur endroit là. Ça fait que la seule chose, évidemment, faites attention vous autres, ne faites pas de compost juste à côté si votre terrain est contaminé. Mais pour ces plantes-là, c'est parfait. C'est la récupération d'un terrain inutilisé et probablement inutilisable à moins de faire une grosse décontamination. Donc, en dehors de ça, c'est ça, on s'est ramassé avec beaucoup de bacs et faire beaucoup d'expérimentation dans notre cours, évidemment. Donc, nous autres, notre but, là, finalement, c'est d'utiliser beaucoup de matériel récupéré, que ce soit des bacs, les pots de yogourt, etc. Comment est-ce qu'on appelle ça, ces tuyaux-là? Non, cela c'est pas du carton, c'est de l'ABS. Mais on a récupéré à un moment donné 1 kilomètre de tuyaux dans une érablière. Parce que là, il semblerait, moi je ne suis pas tellement au courant, mais il semblerait que ce qu'ils appellent les mains doivent être changés à tous les 5 ans à peu près. Donc, on a toujours besoin. Bon, allez les voir tout à l'heure. Fait que c'est ça, on a récupéré, ils voulaient nous en donner 5 km, puis on n'était pas capable de transporter, fait qu'on a pris juste un. Fait que ça nous a pris un an à peu près pour un an et demi, 2 ans avant de manger tout cet ABS-là. Puis là, on est obligé d'aller en acheter chez n'importe quel quincaillerie. Je ne dirais pas de quincaillerie en particulier. Donc, fait qu'on a toujours besoin, nous autres, on le taille et puis on a toujours l'utilité de ça, comme on dit. Fait que notre matériel est récupéré le plus possible et puis même nos outils, des fois, on a une espèce, on s'est inventé un compas découpeur pour faire le trou là, qu'il y a dans le fond pour mettre le pot de yogourt. Donc, ça se trouve être comme un compas qui se promène. Et puis ça, c'est une pointe à tracer qui découpe notre plastique en tournant. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que là, on l'entre en plein centre, ici, comme ça. Et puis là, on déplace notre compas, puis on découpe. Ça fait un beau petit trou rond. C'est pas compliqué à faire. Puis ça, nous autres, on fait ça avec des bâtons de hockey ou des vieux morceaux de bois. Fait qu'il n'y a pas tellement de problème avec ça. Ça coûte pas cher. On se promène alentour des patinoires, puis on en amasse des bâtons cassés. Fait qu'évidemment, ça nous prend du matériel comme un tournevis, des petits outils coupants comme une scie. Ça peut être un aiguine bien ordinaire. C'est juste que nous autres, on met ça dans nos... on a un petit kit de transport, donc plus la scie petite, moins on en a transporté. Un bon couteau à lame souple, bien aiguisé, ça aide, ça donne des petits coups de main, c'est bien intéressant. Évidemment, une perceuse que je n'ai pas amenée avec un forêt, grosso modo, ça c'est un petit peu plus petit qu'un pouce, donc ça doit être, pas un pouce, un quart de pouce, donc ça doit être, un petit peu plus petit. Moi, ça doit être du 3,8, ça doit être à peu près ça, du 3,8, mais c'est pas tellement grave. Faites-le en bas du quart de pouce, puis ça va être correct. Évidemment, une paire de ciseaux pour couper votre pot de yogourt, c'est intéressant. Et pour installer notre tuyau, pour faire un beau petit trou rond, c'est ce qu'on appelle, nous autres, une scie cloche, qui est exactement du diamètre extérieur de notre tuyau. Donc, avec ça, c'est parfait. Il rentre juste correct, juste assez serré, pas trop lousse, mais on est capable de le mettre. Puis ça coûte vraiment pas cher, là, puis c'est très pratique, ça fait un beau petit trou rond. Moi, j'aime ça quand même si on ne le voit pas dans le fond, là, quand c'est bien fait, je sais pas. Mais il ne faut pas que ça soit trop fatigant, par exemple, parce que je suis paresseux. Ça, c'est un pouce et quart, celui-là. Un pouce et quart. Ça peut être un pouce aussi. Quand vous achetez ces tuyaux-là, n'oubliez pas que c'est diamètre extérieur. Parce que bien souvent, là, ces tuyaux-là sont vendus diamètre intérieur. Donc, c'est pas le même diamètre à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Fait que quand vous achetez un petit truc comme ça, il faut vraiment que vous sachiez c'est quoi le diamètre extérieur. Fait que ça, c'est bien important. Autrement, vous allez être obligé d'aller l'échanger. Autre petit truc qui est intéressant, bien évidemment, une espèce de un crayon, peu importe, un marqueur. Et puis, une chose qui peut être intéressante pour mesurer ce qu'on appelle en bon français un galipeur, ou je ne me souviens pas du terme en français, là, mais quand vous demandez un galipeur, en général, chez Canadian Tire, ils savent c'est quoi. Celui-là, ben, il est en plastique, donc il coûte vraiment pas cher. Ça peut être intéressant. Ça peut être pratique si vous en faites souvent. Les mesures sur les diamètres, les trucs en rond, là, des fois c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais si on est à la bonne place pour prendre la mesure. Avec ça, ben, c'est comme une paire de pinces là, qui va à la bonne place, puis là, ça nous dit « Ah oui, 1 pouce et quart. » Bon, c'est parfait, c'est ça que ça fait. Donc, ça peut être pratique, mais si vous n'en faites pas souvent, c'est un truc qu'on sait moins. En dehors de ça, ben c'est ça c'est nos outils. Le matériel, on l'a vu. Si vous voulez le garder pour les autres années, je vous conseille de garder au moins un couvercle. Ça peut, nous autres, on les sert, quand on est capable de les serrer pour l'hiver, dans un garage, une remise, ben là, on n'a pas besoin de couvercle, il n'y a pas de problème. Si on les laisse dehors, avoir un couvercle dessus ou une bâche qu'on recouvre, évidemment avec des poids, parce que l'hiver, il vend beaucoup. Donc, ça peut être intéressant. Fait que sinon, mettez-les. L'idéal, c'est vraiment de les mettre à l'abri. Sinon, ben, toute l'eau qui tombe dedans, évidemment, lessive votre compost encore une fois. Fait que, puis la terre qu'il y a dedans peut être conservée plusieurs années. On remet du compost à tous les printemps, puis on recommence. Tant qu'il n'y a pas de maladie épouvantable dedans, là, on peut garder ce terreau-là pendant des années. Nous autres, dans nos trucs en arrière, là, on a des choses qui fonctionnent depuis 2008, 2009. Fait que c'est quand même, il n'y a pas eu de problème avec ça, puis la terre est encore bien bonne, mais il faut dire que notre compost est spécialement bon aussi. Peut-être que ça aide un petit peu. Les autres spécifications, ben, c'est ça, c'est que si vous agrandissez votre bac sur une plus grande surface, il faut que vous pensiez que vous avez besoin d'une mèche à peu près à tous les pieds carrés. Donc, si vous avez un bac de 2 pieds par 2 pieds, ça va vous prendre 4 mèches dedans. C'est 1 pied carré. Autrement, l'eau ne s'en va pas assez loin là, pour la plante. Donc, en dehors de ça, la hauteur de mèche, comme je vous disais, maximum 6 pouces de haut. C'est ça. Double forme. Bon, c'est ça. En dehors de ça, ici, sur notre site, on a des petites formules mathématiques, savoir comment calculer une surface. Des fois, ça peut être intéressant. C'est pas compliqué, là. C'est pas des grosses mathématiques. Des fois, vous souvenez-vous, la surface d'un cercle, c'est quoi? C'est quoi la formule? Pierre 2. Pierre D. Pierre 2. Pierre 2, oui, c'est ça, parce que Pierre D. Mais Pierre 2, c'est absolument ça. Alors, vous gagnez un bac. Et puis, c'est ça. Donc, sur notre site, on a comment fabriquer notre compas découpé. C'est pas compliqué, c'est des trous à mettre au bon endroit. Sur le site, j'ai essayé de mettre le maximum de possibilités. L'idéal, là, c'est d'avoir 2 bacs qui sont pareils. Ça, c'est le plus que parfait. On ne peut pas se tromper. Mais des fois, on a un bac qui est un petit peu plus petit que l'autre, mais qui rentre bien un dans l'autre. Donc, des fois, on a des petites choses qu'il faut changer. Ça peut être juste un truc, mettons, mettre ce qu'on appellerait en anglais un spaceur, là, mettre un espaceur entre les deux ici. Parce que, mettons, notre audio ne fonctionne pas pour une raison que, mettons, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez petit. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Il n'est pas de la bonne grandeur. Fait que, en tout cas, je vous ai mis une page au complet, là, et je pense que j'ai toutes les possibilités là, qui peuvent vous arriver pour les bacs que j'appellerais non standards. Fait que, puis c'est pas compliqué, là, c'est vraiment le fun. C'est un plaisir. Quand ça marche pas, là, ça met notre cerveau un peu à travailler là-dessus.
Alors, pour la culture, ben, au centre-ville, la date de Québec, là, le dernier gel est à peu près en moyenne le 25 mai. Donc, vous pouvez sortir vos bacs avant ça, mais si vos plantes sont dedans, je ne vous conseillerais pas de mettre les aubergines dehors ou vous les rentrez en dedans. C'est quand même ce qui est pratique avec ce jardin-là, c'est que s'il fait froid, vous le rentrez à l'abri, puis il part. En général, le 25 mai, là, quand il y a un gel, c'est une nuit seulement. C'est rare qu'il y en a plus longtemps. Quoiqu'avec avec le changement de la planète, peut-être que ça peut arriver qu'il y ait 2-3 nuits là, fraîches, mais vous la ressortez le lendemain, puis vous la rentrez le soir. C'est l'avantage de rouler son jardin dans la maison, puis de la ressortir. Ça peut être, si vous n'en avez pas 100 à faire, c'est correct. Si vous en avez juste un, c'est correct. Mais 100, on s'amuse. Fait que c'est pour ça que nous autres, quand on a 100 dans le cours, là, on ne met pas nos tomates avant le 25. Donc, en dehors de ça, ben, c'est ça, vous pouvez les laisser dehors quand la température extérieure, la nuit, est à peu près à 12 degrés. Là, vous n'avez pas de problème. S'ils sont habitués moindrement, ils vont passer au travers d'une nuit de 12. Là. Il n'y a pas trop pour ça. L'autre date cruciale, évidemment, est à l'automne. Moi, quand j'ai commencé à jardiner, jadis, il y a longtemps, je ne dirais pas quand, la fête du travail, on commençait à avoir peur à nos tomates. Maintenant, moi, je commence à avoir peur à mes tomates le 15 octobre. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète, ben, moi, il dit, excusez, là, mais moi, j'ai gagné 5 semaines d'automne en chaleur là, à tous les années, assez régulièrement. Donc, ça se réchauffe à quelque part, là, c'est certain. Mais, en tout cas, quand je regardais la température qu'il faisait avant hier, je me disais, je ne sais pas ce qu'est le réchauffement, là, mais mettons qu'on est en hiver. Pour les terreaux, ben, c'est ça, les terreaux qu'on a besoin, c'est un terreau. Moi, je vous conseille un terreau qui a du compost dedans, mousse de sphagne, sable et, si c'est possible, balancé avec de la chaux. Puis, je connais une quincaillerie qui en vend. Je ne peux pas vous dire où ce qu'elle est, mais mettons qu'ils viennent de la Beauce, au départ. Là. Ça fait longtemps qu'ils étaient dans la Beauce. On ne dira pas qui. Fait que eux autres, moi, je me sers souvent d'un terreau de jardin. Et puis, ce qui est intéressant là, dans les terreaux qu'on achète, là, il faut choisir les terreaux qui sont identifiés, que tout le matériel est identifié dessus. Puis ça, c'est plutôt rare. C'est-à-dire, s'il y a de la mousse de tourbe dedans, il y a 20 de mousse de tourbe dedans, c'est super. Il y a 20 de compost, il y a 20 de sable, c'est marqué dessus, c'est parfait. Allez-y, achetez-le. Il faut faire confiance, évidemment, à la compagnie, là. Mais au Québec, là, il n'y a aucune réglementation sur, on peut dire, mettons, on peut prendre le sac de terre, montrer un compost à 20 pas, puis dire qu'il y a du compost dedans. Il a vu le compost. Il n'y a aucune réglementation pour forcer quelqu'un à dire combien est-ce qu'il y a de compost dedans. Fait qu'il peut mettre juste une petite cuillerée dedans, puis il dit qu'il y a du compost. Fait que, allez-y sûr, si c'est marqué dessus, c'est parce qu'il y en a. Fait que, si c'est marqué 20 nous autres, ce qu'on conseille, là, c'est au moins 25 de compost dedans. Soit que vous l'achetez à 25 ou s'il y en a, mettons, 10 dedans, vous complétez là, avec un compost que vous pouvez faire vous-même ou que vous achetez à côté. Les urbaculteurs à Québec ont essayé à m'emmener sur leur toit jusqu'à 100 de compost pour les tomates. Ça, ils ont eu des super belles tomates, mais c'est parce que ça coûte cher en compost. Ça fait que l'année d'après, ben, ils ont diminué à 50 puis ils sont aperçus qu'il y avait vraiment une différence. D'autres, on conseille 25 de compost, au moins. Et puis, on en rajoute un petit peu, surtout pour les tomates, les aubergines, les légumes fruits. On en remet à ce qu'on appelle à la nouaison des fruits. Là, c'est le temps d'en remettre. Autrement dit, quand la fleur vient de commencer à produire un petit fruit, là, vous remettez un bon centimètre de compost à la surface, vous mélangez comme il faut, et puis ça va vous donner, ça va donner à votre plante un petit boost là, pour le reste de la saison. Fait que pour les tomates, c'est grosso modo au mois de juillet, là, au début juillet.
Pour les aubergines, des fois un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est à peu près au mois de juillet. Moi, je vous déconseille la terre noire. La terre noire, il n'y a rien là-dedans. C'est une terre acide, elle n'est pas chère, elle est à 89 cents de 30 litres, mais elle ne vaut même pas ça. Parce qu'au bout de 3 semaines, là, vos plantes vont mourir de faim là-dedans. Puis ça va compacter, ça va être acide, ça fait achetez-en pas. Mettez un petit peu plus d'argent dessus, ça vaut la peine. Un bon sol, c'est la base de la culture. Une question? 25 de compost, mais est-ce que tu as d'autres pourcentages à vous donner pour la nourriture et le sable, tout ça? À peu près une vingtaine de pourcents. Répétez les questions. C'est à peu près. Répétez les questions. Oh, excusez. Au niveau du pourcentage, il nous disait 25 de compost, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres pourcentages concernant le sable, la mousse de tourbe et tout ça. C'est ça. Grosso modo, c'est à peu près une vingtaine de pourcents. Là. Ça dépend toujours de ce qu'ils font comme recette. Là. Mais grosso modo, c'est une vingtaine. Mettons de 15 à 25 ça varie un petit peu. Et puis une bonne terre de jardinage là, extérieur fait très bien l'affaire. Faites-vous pas embarquer dans le terreau biologique qui va coûter 5$. 5$ avec un petit sac tout petit. Une bonne terre à jardin avec du compost dedans, balancé, pH avec du sable, de la mousse de tourbe. C'est bien correct, là. Ça fait la job, comme on dit. Ça fait que, puis d'année en année, bien évidemment, vous remettez du compost dedans. Donc, l'année d'après, vous allez vous retrouver avec un quart de plus de terreau. Fait que vous allez pouvoir augmenter la grandeur de votre jardin en faisant d'autres bacs encore. Puis à toutes les années, vous pouvez grandir tranquillement avec un quart de terre. Donc, ce que vous allez mettre, autrement dit, comme compost l'année prochaine, si vous en mettez, mettons, un quart, hein, bien, ça sera un quart de moins de compost de terreau. Donc, ce terreau-là, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous le mettre dans le jardin ou faire d'autres bacs et puis remplir d'autres bacs avec cette terre-là, puis du compost, puis etc. Fait qu'au fil du temps, vous allez pouvoir agrandir comme les serres naturaux là, un peu partout. Vous allez avoir un grand jardin. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous allez aimer ça assez pour ça. L'autre truc, les émissions d'algues et poissons. On vous les conseille plus ou moins, mais ils peuvent être pratiques. Les émissions d'algues et poissons, ils sont très rapides à entrer en action. Donc, si mettons, votre plant de tomate, je parle souvent de plant de tomate, c'est pas que j'aime ça, les tomates. Les plants de tomates, là, à un moment donné, ils se trouvent à jaunir. Parce que là, on voit qu'il manque, il y a quelque chose, là, même si on donne du compost. Le compost, là, ça prend à peu près 2 semaines à entrer en action vraiment, là, à améliorer la plante, là, à redonner du boost là, à notre plante. Donc, il y a 2 semaines où il ne se passe rien finalement. Vous avez mis du compost, mais la plante n'est pas capable de le prendre encore. Ce n'est pas rendu à ses racines. Donc, vous prenez une émission d'algues et poissons qui va prendre, grosso modo, je vous dirais, ça peut être immédiat si vous le mettez sur les feuilles ou directement le lendemain, quelques heures, si vous le mettez dans la terre. Mais lui, l'émulsion d'algues et poissons, elle va être bonne, mettons, pendant 2-3 semaines. Ça fait que ce qui est intéressant de faire, c'est de combiner le compost et l'émulsion d'algues. Le compost, vous le mettez dans la terre, ça prend 2 semaines avant d'agir. Et puis, vous mettez tout de suite l'émulsion d'algues et poissons, qui va agir tout de suite, mais qui sera plus bonne d'ici 2 semaines. Donc, mais là, le compost va rentrer en jeu, donc ça va se compenser. Fait que vous sauvez finalement votre plante plus rapidement. Là. Puis des fois, pour les tomates en particulier, c'est une question, l'été court au Québec. Fait que quand vous êtes capable de produire plus longtemps, ça vous donne plus de valeur. Donc, vive la sauce à spaghetti. C'est ça. La majorité des plantes aiment bien avoir un terreau qui est comme régulièrement humide, plutôt que d'avoir des cycles de sécheresse et de noyade et de sécheresse et de noyade. C'est souvent ce qui arrive dans un pot ordinaire, là, qu'on va arroser le matin, mettons, puis on va arroser le soir. Ben, entre les deux, ce qui arrive, c'est que bien souvent, là, c'est la sécheresse. Puis là, tout à coup, là, on dit « Hey, toi, là, m'a t'en donné pour que tu passes la nuit. » On y en met. Fait que là, ça noie les racines.
Le lendemain, ça recommence, sécheresse tout le temps. Les tomates en particulier n'aiment pas bien ça. Vraiment, eux autres, même les aubergines, là, c'est une humidité constante. Les solanacées qu'on appelle, là, c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, piments, patates. Les patates sont sensibles à ça, mais je ne vous conseille pas les patates dans ça. Là. Mais c'est ça, les patates viennent avec un centre creux parce que le germe au centre meurt parce que là, ça a été trop sec. Donc, heureusement, les tomates ne font pas ça. Alléluia. Mais les patates, là, c'est comme... Des fois, on en retrouve une patate, là, bien grosse, puis avec un trou rond en plein milieu. Ça, c'est une tomate une patate qui a manqué d'eau. Donc, elle est encore bonne, mais il faut y faire attention. Il faut la tailler un peu. Les légumes qu'on peut mettre dans ça, il y a des légumes plus exigeants que d'autres, évidemment. Donc, les légumes exigeants, les aubergines, les cerises de terre, les concombres, les melons et les courges. Ça, c'est les melons et les courges, c'est vraiment les plus gourmands. Quoique l'aubergine est quand même assez bonne là-dedans. Mais les melons, ça pousse pratiquement directement dans le fumier. Là. Donc, c'est les deux seuls là, qui peuvent pousser dans le fumier, presque en dessous de la vache. C'est vraiment les seuls sur la planète qui sont capables de faire ça. Donc, il n'y a pas de problème pour ça, mais en tout cas, pour l'odeur, je ne vous conseille pas de mettre du fumier dans ça. À moins que vous n'ayez pas de voisins vraiment, puis que vous ayez le nez couché, ça peut être ça. Alors, les poivrons et les tomates déterminées ou autres, indéterminées. Donc, puis les moyennement exigeants, là, on descend, c'est, mettons, betterave, épinards, oignons. Ça, c'est moins exigeant un peu. Fait qu'on met moins de compost, évidemment. Les peu exigeants, les carottes, les basiliques, les fines herbes en général, même les fines herbes, ils sont masochistes, donc je vous conseille de même à peu près pas mettre de compost dedans. Oui, ils sont masochistes parce qu'on dirait que plus on leur donne de la misère, plus ils produisent de goût et d'odeur. Donc, il faut vraiment, jusqu'à un certain point, là, comme pas les faire mourir de soif, mais pas loin. On les met en plein soleil, ils sèchent, pile dessus, envoie donc, ils aiment ça, puis là, ils donnent des bonnes affaires. C'est pour ça que je me dis il y a un petit côté masochiste là, dans ces plantes. Le basilic fait exception à la règle parce que le basilic, lui, la feuille est comme très tendre. S'il manque d'eau là, ou de nutriments, là, ça ne marchera pas. Là. Il ne vous aimera pas. Lui, il n'est pas masochiste, là. Lui, il est exigeant. C'est une autre affaire. Mais pas nécessairement exigeant en compost, mais surtout en eau. Les fleurs comestibles, évidemment, les haricots, les laitues, les pois, c'est assez peu exigeant. Ça en prend un peu, mais sans exagérer. Je vous conseille aussi, si vous mettez des capucines dans ça, vous mettez à peu près pas de compost non plus. À moins que vous vouliez avoir un magnifique, comment je dirais ça, bosquet de feuilles vertes. Vous n'aurez pas une fleur dedans de tout votre été si vous mettez trop de compost. Donc, je l'ai essayé une année, j'ai eu, sur 4 gros plants, j'ai eu 4 fleurs dans mon été. Mon jardin, j'avais mis du compost. Maintenant, je mets plus de compost en dessous des capucines, puis j'ai des fleurs, et puis savoir quoi faire avec. Alors, les conseils de fabrication pour terminer, comme je vous disais, conserver des couvercles si vous voulez les conserver pour l'hiver, les garder pour l'hiver. Assurez-vous d'avoir idéalement 2 chaudières qui s'emboîtent bien une dans l'autre. Et puis, regardez ça avant de commencer, parce que s'il arrive quelque chose, vous êtes pris, il va vous manquer un bac. Ou des fois, la première fois, là, ça peut arriver qu'on fasse un trou à la peau dans le mauvais bac. Là. Donc, s'il nous en manque un, là, on est comme, OK, je vais en trouver un autre. Fait que, la semaine prochaine, on continue. Fait que, assurez-vous d'avoir des surplus, autrement dit. Tous vos morceaux, vos outils sur la main va commencer. Il est souvent plus facile plus long de réunir le matériel quand on est habitué que de faire le bac. Comme je disais, ça prend 10 minutes quand on est habitué. Avoir des pièces de matériel plus que nécessaires vous évitera du stress lors de vos premières expérimentations, surtout si vous êtes tout seul ou tout seul.
Les chaudières récupérées de différents restaurants et traiteurs alimentaires sont les meilleures. On déconseille les bacs avec produits chimiques dedans. Avant, on allait au royaume de la tarte pour en chercher. Maintenant, il me semble qu'il n'y en a plus. Avant, on se fournissait chez toute la série là, des fast-food. Il y a sur tous les grands boulevards. On faisait, mettons, McDonald's, Saint-Hubert, tout un à côté de l'autre. Puis maintenant, ils n'en ont plus. Ça arrive comme en espèce de poche de plastique maintenant. Ils ne servent plus de bac, donc il n'y en a plus. Peut-être, ça arrive qu'il en reste pour les patates, pour certains restaurants, les patates frites. C'est ça, donc chaque chaudière doit être nettoyée pour enlever tout ce qu'il y a eu d'huile, de sel et de vinaigre, parce que, évidemment, c'est pas bien bon pour les plantes. Les chaudières savonneuses sont très attirantes pour les animaux et les jeunes enfants. Donc, faites attention quand vous faites un nettoyage. Si vous les laissez à terre, il n'y a rien de plus intéressant, que ce soit un chat, un chien ou un enfant. Ouais, la tête dedans, puis c'est le fun. C'est moins drôle après. Nous, on est sur la 12e rue. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un site Internet qui est très bien détaillé là-dessus. Et puis, ici, on a une petite médiographie. Je vous conseille évidemment pour le jardinage Yves Gagnon, Lily Michaud, et puis quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient du Vermont, qui fait beaucoup de jardinage en bac, qui s'appelle Edward C. Smith, avec un TH à la fin. Alors, il a fait 2 livres dans la vie. Lui, c'est cultiver vos légumes et vos herbes en pot. Évidemment, c'est des pots à réservoir d'eau. Et le grand livre du potager, donc lui, il est vendu littéralement à ça. Il a un grand jardin. Dans son jardin, il met des bacs à réservoir d'eau, surtout pour les plantes comme les aubergines qui demandent plus de chaleur. Fait que, il est très heureux de ça, lui. Puis, au bout de ses allées, il met un bac régulièrement. Puis il s'amuse avec ça, puis il est très heureux. Au Vermont, ils sont plus au sud, mais ils sont plus hauts. Fait que ça revient à peu près à notre climat, à peu près ce qu'on a alentour de Québec. Donc, on peut se fier, quand il parle de climat, on peut se fier à ce qu'il dit. Donc, ben là, je vois que ça rentre, ça sort, fait que ça doit être à peu près ça, j'imagine. Donc, on va prendre quelques questions. Oui? Pour partir, est-ce que vous partez directement des semis ou bien des plants? On part des semis à part comme un jardin ordinaire. Là. Les plants, il y a une certaine longueur de racines pour que ça... non, mais par contre, il y a une affaire, c'est que quand vous choisissez votre date de semis, choisissez toujours la date la plus tardive. Parce que si vous choisissez la date la plus hâtive, c'est que votre plant de tomate, il va être rendu ça d'eau quand vous allez pouvoir le mettre dehors. Dans ces bacs-là, un des problèmes, c'est qu'on a de la misère à faire tenir les tuteurs dans ça. Ça fait que c'est compliqué. Fait que plus votre plante est haute, plus elle risque de faire ça ou carrément de tomber. Là. Donc, mettons que les tomates, si on les part maintenant dans une maison bien chauffée, on les part grosso modo première semaine, mettons, d'avril. Avant, c'était plus vers le 19, le 15 mars, c'est ça, à la fête de Saint-Joseph. Maintenant, on les part plus première semaine d'avril. Puis moi, je vous conseille même d'attendre la 2e semaine du mois d'avril pour ces bacs-là. Juste pour que les plants soient plus petits et qu'ils s'adaptent mieux. D'autres questions? Oui, monsieur? Moi, j'ai construit une serre, là, qui a 16 par 16 avec un sous-sol. Puis un sous-sol de 4 pieds, tout isolé, tout ça. Là, je termine ça, mais je me demandais si c'était une bonne idée de commencer à cultiver en serre, en bac comme ça. Est-ce que ça... Ben oui, je dirais que c'est une bonne idée. C'est sûr que ça fonctionne. Nous autres, on fait des trucs, là, des jardins surélevés avec c'est un rack en bois finalement qui tient nos bacs vraiment plus en hauteur. Pour les personnes âgées là, qui ont mal aux genoux ou dans le dos, c'est merveilleux pour eux autres qui aiment ça. Fait que j'imaginerais quelque chose qui serait dans ce style-là pour votre serre. Moi, d'après moi, ça serait une bonne chose. On peut se faire des étagères en escalier puis en faire plusieurs.
Sky is the limit. Vous pouvez y aller tant que vous avez de l'espace puis du matériel, du bois pour en faire. Il n'y a pas de problème. Puis vous rentabilisez votre espace, entre guillemets. Là. Fait que c'est une bonne chose. Merci. Oui? Vous parliez que vous aviez du bon combat. Oui. Ben, nous autres, c'est du compost parce qu'on fait des sites de compostage là, en ville et puis des sites communautaires. Donc, nous autres, on est obligé de faire un ménage de compostière au printemps et à l'automne. Donc, c'est des résidus de cuisine et des feuilles, surtout des feuilles mortes. C'est ça, à peu près ça. On a beaucoup aussi de noyaux d'avocats, mais en tout cas, c'est un compost plus riche, hein, il y a des avocats dedans. D'autres questions? Ça va? Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention.